Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 101 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Marienval, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. J'ai une autre sœur. Bientôt. Bientôt. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. S'occuper de jeunes enfants en maternelle et primaire, c'est le cursus classique réservé aux instituteurs et institutrices en France. Sauf pour un très faible pourcentage qui choisit une autre voie, les instits en SECPA. Rachid Zerouki est professeur des écoles depuis 10 ans à Marseille et pourtant depuis 7 ans, il enseigne à des adolescents dans une classe appelée SECPA. La SECPA, ou section enseignement général professionnel adapté, représentait en 2018 85 000 élèves sur 12 millions d'enfants scolarisés de la maternelle au collège. Ces élèves, que côtoie Rachid quotidiennement, sont rassemblés dans ce niveau pendant 3 ans pour reprendre les bases qui leur manquent. Difficultés d'apprentissage, problèmes de comportement, soucis personnels qui empiètent sur leur scolarité, les raisons d'un placement en SECPA sont variées. Si l'intention de base est bonne, la réalité est tout autre. Rachid raconte dans un livre, Les Incasables, comment depuis la maternelle, le système scolaire français met dans des cases certains profils d'élèves pour les diriger dès 8-9 ans vers la SECPA. Une filière qui les empêchera de pouvoir choisir leur avenir avec toutes les cartes en main. Dans cet épisode, on plonge dans la dure réalité de l'échelle sociale qui ne fonctionne pas. Rachid raconte avec beaucoup de tendresse et d'admiration la vie de ses élèves à qui le champ des possibles va se refermer peu à peu. C'est un épisode fort où Rachid l'Instit, c'est son pseudo sur les réseaux sociaux, raconte son quotidien en tant que prof pour arriver à être en empathie sans jamais s'impliquer de façon démesurée au risque de se brûler. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Rachid. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je crois que tu es le premier instit que j'interviewe, en tout cas sur ton métier d'instit, donc je suis ravie de pouvoir discuter avec toi. Un plaisir, merci Clémentine pour l'invitation. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as voulu devenir instituteur ? Alors moi, le métier d'instituteur, professeur des écoles, si on veut être moderne, je peux pas dire que ce soit une vocation que j'ai depuis l'enfance. C'est vraiment quelque chose, une envie qui a été construite. J'ai, comme beaucoup de personnes, un peu hésité, un peu navigué après l'obtention du bac. Et c'est un stage en fait, un stage de licence qui m'a permis de découvrir le métier de professeur des écoles. Et j'ai énormément apprécié l'ambiance qu'il y avait dans cette école.
et surtout l'engagement, les convictions de la professeure des écoles que j'observais. Je l'ai vraiment admirée dans sa façon de faire, de travailler avec les enfants et son implication dans le travail. Je sentais que, voilà, elle avait une flamme, elle avait vraiment une raison forte de se lever le matin, d'aller au travail, et ça m'a donné envie parce que, voilà, je cherchais vraiment un métier qui puisse être un sens pour voir la finalité de mon travail. Et ben voilà, c'était cette rencontre-là qui a fait que je suis devenu professeur des écoles. C'était il y a combien de temps? Le stage, c'était il y a 10 ans, du coup. Et donc après, il y a eu 2 ans pour aller au bout du concours, une année de titularisation où on est à mi-temps entre l'INSPE, donc là où on forme les professeurs des écoles, et une école. Et donc ça, c'était une école primaire, normale. J'avais des CM1, CM2, une école assez mixte socialement, une année très très sympathique. Et c'est au terme de cette année que j'ai décidé de rejoindre la SECPA, dont on va sans doute parler un petit peu. Bah ouais, justement, comment est-ce que tu as mis un pied en SECPA? Est-ce que c'est parce que tu étais tout jeune diplômé, jeune instit? Est-ce que c'est un choix? Comment on se retrouve à passer de professeur des écoles où on enseigne à des petits, Mhm. finalement à enseigner à des ados? Parce que même si tu es instit, tu enseignes à des ados. Tout à fait, j'enseigne à des ados, c'est un peu particulier. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est débutant dans le métier, on a un seul point d'ancienneté et ça n'offre pas énormément de choix. Le choix qu'on peut avoir, c'est faire des remplacements tout au long de l'année ou alors avoir des postes fractionnés, c'est-à-dire être le lundi dans telle école, le mardi dans une autre école. Je voulais absolument éviter ça parce que voilà, j'ai un manque d'organisation qui est assez criant. Je me vois totalement aller à l'école du lundi, le mardi, me tromper. Donc, j'ai voulu éviter ça, m'éviter ça à moi-même, l'éviter aux élèves. J'ai voulu chercher un poste qui part à 100% et qu'on peut avoir avec un point. Donc, un poste dont personne ne veut. Il y avait un poste comme ça, on sait que pas. Je savais pas ce que ça signifiait. Je me suis un petit peu renseigné. Donc, je vois section d'enseignement général et professionnel adapté. Je vois que ce sont des collégiens qui n'ont pas réussi à acquérir les compétences de l'école primaire et donc ils vont avoir besoin de professeurs de primaire devant eux. Et sur le papier, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Je vais y aller, ramasser quelques points pour ensuite pouvoir retrouver mon métier normal de professeur des écoles. Voilà comment ça s'est passé. Ouais, donc, au départ, c'est une question aussi de logique, et dans ton emploi du temps, et dans l'optique d'obtenir des points. Parce que j'imagine que niveau formation pour intégrer une SECPA, il n'y en a pas des masses. Enfin, on t'a pas préparé à ce que tu allais devoir affronter comme Non, on m'a pas problématique. préparé du tout et c'est vrai qu'au début, oui, c'était vraiment une question de logique et une question de se dire que allez, on va passer quelques années qui ne vont pas être forcément agréables parce que c'est pas pour ça que j'ai passé le concours. On m'avait absolument pas parlé de la SECPA pendant mes années de formation. Et donc j'ai rejoint ça sans grande conviction, vraiment. Et c'est vrai qu'en termes de formation, non, on ne parle pas de la SECPA. C'est quelque chose qui concerne seulement 3% des élèves. C'est une section où se rassemble la marge. C'est tout ce qui ne colle pas à la norme. Et à la fac, à l'INSPE, je vais appeler ça la fac pour simplifier, on enseigne, on forme pour la norme, au service de la norme, c'est-à-dire la majorité. Et donc là, on est vraiment à la marge et on ne nous apprend pas à enseigner à ce public-là. On le découvre. Donc ça a été euh, une découverte vraiment radicale. Je ne m'attendais pas à ce public, je ne m'attendais pas à vivre ça. Les premiers mois se sont passés assez difficilement et voilà, au fil des mois, j'ai pris énormément de plaisir en SECPA et
7 ans après, je suis encore en SECPA, alors que ça devait être l'histoire d'1 an ou 2 ans. Maintenant, j'ai la possibilité d'aller ailleurs et je ne vais pas ailleurs. Je reste ici. Euh, t'avais- Est-ce que toi, tu avais un a priori sur la SECPA? Je dis ça parce que voilà, on sait, il y a par exemple, il y a une série sur YouTube. Les Mhm. SECPA, c'est toujours représenté de manière assez négative dans la culture populaire ou en France. Sachant que toi, t'es arrivé en France un peu plus tard, est-ce que tu avais une image particulière de la SECPA ou pas du tout? Alors, c'est très important à préciser. C'est vrai que je suis arrivé à l'âge de 15 ans en France et donc je ne connaissais pas la SECPA du tout. Même pendant ma scolarité, j'avais jamais entendu parler de ça. Et les a priori, je les ai eus une fois que j'ai demandé le poste. J'avais des collègues à l'école primaire, je leur ai dit, voilà, j'ai demandé un poste de SECPA. Et je me rappelle qu'un collègue m'avait dit, pour rire, est-ce que tu as pensé à prendre un gilet pare-balles quand tu vas là-bas? Et pourquoi un gilet pare-balles? Qu'est-ce que... Ah, mais tu sais pas, ce sont des élèves très violents, qui ont des problèmes de comportement. Et, et j'entends dire ça un peu partout. On me raconte que je suis fou d'avoir choisi ce poste-là. Donc, je commence à avoir beaucoup de préjugés, malgré moi, l'été qui précède la rentrée en SECPA. Et bon, si j'y suis encore 7 ans après, j'imagine bien qu'on n'a pas besoin de gilet pare-balles pour enseigner en SECPA et que les préjugés, comme bien souvent, comme toujours, sont très éloignés de la réalité. Hmm. Les élèves qui se retrouvent en SECPA ne sont pas nécessairement violents, ils ne sont pas plus violents que d'autres. Ce sont des élèves avec des grandes difficultés d'apprentissage et ils peuvent avoir ces difficultés pour toutes sortes de raisons, des raisons vraiment très diverses et variées. Ça peut être des problèmes de santé. Un élève qui va à l'hôpital 2, 3 fois par semaine, il a des difficultés d'apprentissage. Ça peut être des troubles qui sont diagnostiqués, tout ce qui est hyperactivité, TDAH, difficulté à fixer son attention. On peut se retrouver en SECPA pour ces raisons-là. Ça peut être un environnement social, familial qui est rendu très complexe par certains problèmes qui nous empêchent de consacrer un peu notre réflexion au travail. Et, et voilà, ce qui rassemble mes élèves, c'est vraiment pas leur dangerosité, c'est vraiment pas leur violence, c'est au contraire une profonde fragilité, en fait. Hmm. Tu as écrit un livre Mm. que tu as appelé Les Incasables pour leur rendre hommage finalement et expliquer aussi un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'ont appris tes élèves et qu'est-ce qui t'apprennent encore le plus depuis cette aventure que tu as démarrée il y a 7 ans? C'est vrai que le livre, c'est vraiment pour ça, pour raconter tout ce qu'ils m'ont appris. Euh, un élève, je considère que il apprend lorsqu'il est mis face à une difficulté. Alors, cette difficulté, elle ne doit pas être insurmontable, sinon, là, tout ce qu'on va lui apprendre, c'est le sentiment d'échouer, c'est l'impuissance. Mais face à la difficulté, un élève, il va mobiliser des ressources pour chercher à contourner la difficulté ou à la traverser. Un professeur, c'est pareil. J'ai été mis face à une difficulté. C'est un public différent de celui pour lequel on m'a formé, différent dans son hétérogénéité aussi. Chaque élève est là pour une raison différente. Et, et donc, ils m'ont appris, je crois que le mot le plus important, c'est l'adaptation. Ils m'ont permis à m'adapter à tout type de public, parce que j'ai vu vraiment passer de tout en SECPA. Et puis, voilà, ils m'ont appris en étant différent, comment est-ce qu'on peut enseigner à la différence, comment est-ce qu'on peut l'appréhender. Et finalement, quand on passe du temps dans cette section-là, on apprend aussi à voir l'école autrement. On apprend à ne plus la voir comme là où on va chercher forcément la performance, la compétition. Ça, ce sont des choses qu'il faut absolument abolir pour moi, dans dans tout le système éducatif, mais la compétition, c'est vraiment à abolir dans sa vision de l'enseignement lorsqu'on est dans l'enseignement spécialisé. Parce que Hmm. ce sont des élèves qui ont déjà perdu au jeu de la compétition. Et ils sont fragilisés par cet échec. Ils ont développé cette impuissance apprise parce qu'ils ont été confrontés à tellement d'échecs que
ils sont la preuve que la mise en compétition des élèves entre eux ne fonctionne pas et peut mener au pire. Le pire dans le système éducatif, pas forcément dans la vie, le pire, c'est le décrochage, c'est quitter l'école sans le moindre diplôme quand on sait l'importance que notre société aujourd'hui accorde au diplôme. Donc, ils m'ont appris à m'adapter, à écouter, à me remettre en question, à revoir certaines convictions profondes que j'avais sur des questions pédagogiques. La place de l'empathie, la place de l'autorité, la place euh, du constructivisme, de l'autonomie. Tout ça, en fait, j'avais des idées préconçues qu'on m'a données à la fac et j'étais arrivé avec beaucoup de certitudes, trop, trop de certitudes. Et tout ça, ça a été remis en question. Tout ça, j'ai dû ajouter de la nuance et de la complexité à ce que je pensais. Euh, Pourquoi est-ce que tu penses que le système français, il est très mal pensé pour ces élèves-là? Je pense que le simple fait que la SECPA existe montre que euh, le système éducatif français échoue sur certaines questions. Euh, il faut pour ça que j'explique la finalité de la SECPA. La SECPA, ce n'est pas une section où on va aller parce qu'on a des difficultés scolaires et on va résoudre ces difficultés pour ensuite rejoindre le cursus général. Non, c'est en fait une voie professionnalisante qu'on rejoint dès l'âge de 10 ans. C'est-à-dire que dès l'âge de 10 ans, aujourd'hui, on considère que un enfant ne pourra pas suivre un cursus normal, entre guillemets, général, et que donc il doit avoir un apprentissage adapté à ses difficultés, avec un effectif réduit et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et ça illustre le fait qu'aujourd'hui, dans le système éducatif, on met des étiquettes sur des élèves. Euh, je dirais pas de plus en plus tôt parce que historiquement, ça a toujours été le cas. On a toujours étiqueté les jeunes de façon très très précoce. Mais moi, j'ai envie d'imaginer une autre école. Imaginer un système éducatif où tout reste possible et où on admet que les parcours de vie peuvent être chamboulés d'une année à une autre. Hmm. Donc, pour moi, la SECPA, j'y suis, j'aime être au contact de ces élèves, j'aime être au service de leur apprentissage, mais je considère que ça ne doit pas être une section où on rentre pour ne plus en sortir. Elle doit avoir pour vocation de réparer en quelque sorte l'élève, lui redonner l'envie d'apprendre, la motivation, ce qui lui manque pour rejoindre les autres en fait. Parce que c'est une vraie souffrance d'être mis à part. Euh, dans... est-ce que toi, tu as la sensation que dans ce système, il y a quasiment tout qui se joue déjà dès la maternelle ou en tout cas dès très tôt dans l'enfance, pour certains élèves en tout cas? Oui, oui, je pense que beaucoup trop de choses se jouent. Il y a même des études qui le démontrent, hein. Un élève qui est en difficulté en maternelle, en primaire, ces difficultés finalement se poursuivent. On n'y répond pas assez tôt, alors que on peut imaginer des systèmes où on répond très tôt à la difficulté avant qu'elle n'engendre d'autres difficultés. Donc, bien sûr, aujourd'hui, je crois qu'on manque d'ambition. On demande aux élèves d'avoir énormément d'ambition et d'avoir des rêves, d'avoir... Et nous, on manque de ça à l'école. On ne rêve pas assez. Quand on voit un élève en très grande difficulté, en souffrance, on se dit, allez, il fera des études courtes, SECPA, CAP dans le meilleur des cas, et c'est terminé. Ce qui peut être parfaitement honorable, mais si ça ne colle pas aux choix et aux ambitions de l'élève, alors c'est l'école qui manque d'ambition. Donc, moi, je pense que l'école, voilà, doit être assez forte pour, lorsqu'on voit un élève en grande difficulté, eh ben, qu'on ne se résout pas à le laisser comme ça. Voilà, je veux des mesures rapides, urgentes. Un élève en CP, CE1 qui a des difficultés en lecture, on le sort de sa classe pendant quelques temps, on le met dans un environnement adapté, quelques semaines, le temps de résoudre ses difficultés, et hop, on repart.
Et voilà, on sait tous dans la vie que si on s'attaque à un problème assez tôt, on a plus de chances de le résoudre. Hmm. Et à l'école, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Il y a récemment un article qui est sorti dans Le Monde pour parler du blues des enseignants en primaire et en maternelle, qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui abandonnent dans la première année, parce qu'ils se rendent compte de la difficulté que c'est. Est-ce que toi, tu as eu des moments dans ta carrière où tu as eu envie d'arrêter? Peut-être pas arrêter, mais des moments de blues, oui. Oui, 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 j'en ai tout le temps. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que ce qui me met le plus en difficulté, la source du blues, c'est pas forcément les difficultés qu'on rencontre au quotidien, c'est-à-dire, je sais pas, les écarts de comportement d'un tel ou d'un tel. Ça, on y est préparé finalement et on finit par avoir la réponse à ça. C'est fatigant, mais on a signé pour ça. Moi, ce qui me met davantage le blues, c'est quand je vois que la seule chose sur laquelle j'ai une marge de manœuvre, ben finalement, j'y arrive pas. C'est-à-dire faire progresser mes élèves. Des fois, je fais des choses qui ne fonctionnent pas. Et il y a une sorte voilà, de conjoncture de plusieurs éléments qui fait que j'arrive pas à bien faire mon travail. Les élèves ne progressent pas. Et quand je vois que sur plusieurs mois, je ne parviens pas à faire mieux écrire tel ou tel élève, parce qu'il a une meilleure graphie, une meilleure fluence de lecture, ben là oui, là il y a du blues. Après, euh, moi je pense que j'ai une chance en SECPA, c'est que je suis les élèves non pas sur quelques mois, mais sur plusieurs années. Et sur plusieurs années, il y a toujours des petites éclaircies qui finissent par arriver. Il y a toujours des choses qui nous redonnent de l'espoir. Parce que c'est sur plusieurs années. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, je raconte dans le livre, par exemple, qu'il y avait un élève très grande difficulté. Euh, je leur fais étudier un poème de Baudelaire, mais simplement, même pas pour comprendre le poème de Baudelaire, mais juste pour avoir de la matière pour faire ensuite de la grammaire. C'était vraiment un sujet. Et puis plusieurs mois après, on parle d'un autre livre, Nos étoiles contraires. En fait, ce sont deux adolescents, dont une qui est très malade. Ils vont à la rencontre d'un auteur très célèbre qu'ils aiment beaucoup et ils découvrent que finalement, c'est quelqu'un d'absolument détestable. Ah, cet élève lève le doigt et me dit, ah oui, c'est comme l'Albatros de Baudelaire. C'est-à-dire que voilà, il avait plus ou moins compris l'Albatros de Baudelaire. C'est quelqu'un on se fait une belle image quand on est de loin et finalement on s'approche et ce n'est pas ce qu'on pensait. Et donc il fait cette référence-là et je la trouve magnifique. Et voilà, c'est le genre d'éclaircie que j'attends dans mon métier et qui font que le blues s'en va. Et le fait de suivre les élèves sur plusieurs années, ça fait aussi qu'on se crée des liens qui sont précieux parce que ça permet d'avoir une confiance mutuelle. Les élèves vous font confiance, faites confiance aux élèves, ça facilite la vie. C'est une chance qui permet, qui moi en tout cas me permet d'éviter ces moments où on ne croit plus en rien. Hmm. Il y a un film qui est sorti, dont on a parlé, toi et moi, quand on a préparé l'interview, qui s'appelle La vie scolaire, de Grand Corps Malade d'ailleurs, où on voit une classe de SECPA dans un collège et où c'est la menace ultime pour un des élèves qui, lui, en revanche, il n'a pas de problème d'apprentissage. Finalement, on s'en rend bien compte, son vrai souci, c'est le comportement. Ça aussi, toi, ça veut dire que tu accueilles des élèves qui, finalement, intellectuellement, c'est pas du tout un souci et tu peux leur faire apprendre plein de choses, mais on les a casés dans une SECPA parce que forcément, à l'adolescence, il se passe des choses et que c'est pas évident. Et comment est-ce que tu réagis dans ces cas-là? Parce que j'imagine ça doit te briser le cœur, te dire qu'on les a enfermés, parce que tu l'as bien expliqué, dans un système où ils pourront difficilement sortir pour pouvoir prétendre à des grandes études à la française. Ça t'évoque quoi quand tu reçois ce genre d'élèves? Ah, ça arrive, c'est vraiment pas la finalité de la SECPA sur le texte, mais dans les faits, ça arrive. C'est-à-dire que celui qui a de très gros problèmes de comportement, souvent on va associer son comportement à ses résultats scolaires, alors que l'association se fait inconsciemment. Et donc,
ça peut arriver qu'on ait ce genre d'élèves qui n'ont rien à faire en SECPA. Moi, personnellement, c'est parmi les choses qui me font les plus, le plus souffrir dans mon métier parce que je me dis que euh, cet élève-là, on est en train de lui fermer des portes qui ne doivent pas l'être. Ça me fait beaucoup souffrir et, et après, je veux dire, le combat dont je parle, il se fait à l'échelle de toute la société, mais il se fait aussi à l'échelle individuelle. Et à l'échelle individuelle, il faut déjà dire non. Cet élève ne doit pas être là. Et les petits combats du quotidien, c'est pas avec ça qu'on va forcément changer l'institution, mais ça peut commencer par là. Et donc voilà, moi j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est sur la même longueur d'onde que moi. Lorsqu'on voit un élève qui ne devrait pas être là, que la commission a placé là, et on estime ben, qu'elle s'est trompée, on le renvoie dans le cursus général. On lui dit non, toi tu es capable, tu peux le faire. On lui redonne de la confiance, le pouvoir d'agir, et c'est reparti en fait. Des fois, il faut refuser euh, Hmm. à la place de l'élève. Mais si l'élève vous dit non, moi je suis capable de rien, en général ça marche pas, je veux être ici. Non, non, ici on va un peu moins vite que ce que tu peux faire. Et voilà, ne te ferme pas les portes maintenant, vas-y. Tu le dis aussi et tu l'explicites, c'est que la plupart des élèves qui se retrouvent en SECPA vivent dans un environnement familial où les parents souvent ne connaissent pas les codes de l'éducation nationale et n'ont pas conscience qu'en acceptant de mettre leur enfant en SECPA, il y a des conséquences à long terme. Tout à fait. Ça, je pense que c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment travailler en amont, c'est-à-dire avant cette fameuse signature. Je trouve qu'on n'explique pas assez aux parents ce que c'est la SECPA. Et quand on n'explique pas bien aux parents, les enfants non plus ne comprennent pas. Le travers que ça peut avoir, c'est que arrivé en quatrième, troisième, les élèves se rendent compte finalement que les portes de l'enseignement universitaire leur seront fermées. Et ça, c'est très difficile parce que ce sont des enfants comme d'autres en fait qui peuvent avoir des rêves, le rêve de devenir ingénieur, je sais pas, médecin, avocat, et ce sont des métiers auxquels on ne parvient pas avec un CAP. Et la SECPA, c'est tout ce qu'elle propose en réalité. C'est le passage vers un CAP. 75% des élèves de SECPA vont en CAP et c'est seulement 2% des élèves qui sont passés par la SECPA qui arrivent à avoir un bac professionnel. Donc, c'est vrai que quand je vois les débats médiatiques par rapport au bac, quand j'entends dire qu'on le donne à tout le monde, moi, j'hallucine un peu de ma petite position parce que chez moi, avoir le bac, c'est un accident sociologique. C'est l'exception d'avoir le bac. Donc, je peux pas dire qu'on le donne à tout le monde ou que c'est extrêmement facile de l'obtenir. Tu le racontes dans ton livre. Pardon. Tu le racontes dans ton livre, les élèves ne laissent pas leurs soucis à la porte d'entrée de ta classe. Et donc, il faut forcément composer avec ça. Comment tu gères au quotidien? Parce que, tu l'as dit, s'ils sont là, c'est que voilà, il se passe aussi des choses à l'extérieur de l'école, enfin, non, du collège, du coup. Euh, et j'imagine pareil qu'il n'y a pas de formation pour arriver à gérer ces soucis-là. Qu'est-ce que toi, tu as appris au fil de tes expériences? Alors, ce que j'ai appris, je dirais que le maître mot là-dessus, c'est la nuance, c'est avoir une position équilibrée. Parce que effectivement, bien souvent, quand voilà, on tire le rideau des difficultés scolaires, on trouve des conséquences, des causes, pardon, qui sont de l'ordre du privé, de l'intime, des charges sociales, de la précarité, des maladies, tout ce qui rend triste en fait. Et ben, ça peut arriver, et même ça arrive, même aux adultes, moi le premier quand on arrive dans un collège, c'est pas un lieu hermétique. On passe pas par un sas où on va déposer tous les ennuis et on rentre. On pense plus à autre chose qu'à apprendre, non. Des fois, on rentre avec nos bagages, avec nos émotions, et ces émotions s'opposent à l'apprentissage. Quand vous avez un problème tellement grand qu'il vous bouffe l'esprit, qu'il ne vous laisse pas penser à autre chose,
Et vous pouvez pas entendre un mec parler des accords du participe passé pendant 1 heure. C'est pas votre priorité, c'est pas possible. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte. Et c'est ça aussi l'adaptation. C'est essayer de savoir ce qui se passe dans la tête de l'élève. Ça nécessite de l'empathie, et ça c'est un concept très important que je développe dans le livre. Il y a l'empathie sèche, l'empathie mouillée. L'empathie sèche, c'est comprendre l'élève, ce qu'il est en train de vivre, plonger dans son dossier, essayer de déceler les causes de ce qui mène à telle attitude, tel comportement. Ça, c'est indispensable dans l'enseignement spécialisé. L'empathie mouillée, c'est la dérive, on va dire. C'est lorsque vous vous impliquez tellement que vous allez absorber, en fait, le mal-être de l'élève ou ce qu'il est en train de vivre. Et qu'est-ce qu'il en résulte finalement? C'est que l'élève dont vous connaissez la vie intime, dont vous connaissez les causes du malheur, lorsqu'il ne veut pas travailler, vous allez le laisser, vous allez lui donner raison. Et ça m'est arrivé dans mes premières années de découvrir des choses tellement atroces que finalement je ne pouvais plus être le professeur de mon élève. J'étais quelqu'un qui la comprend, quelqu'un qui la soutient, pas quelqu'un qui la met au travail, pas quelqu'un qui la pousse, qui lui demande de changer de réflexion, de penser à autre chose. J'ai absorbé son mal-être. Elle n'avait pas besoin de ça. Donc je pense que il faut rester dans le cadre de cette empathie sèche, comprendre pour ne pas avoir des réactions disproportionnées et punir un élève qui est déjà dans un mal-être et nourrir une sorte de cercle vicieux, mais en même temps rester dans sa posture de professeur parce que ces enfants-là peuvent avoir des amis en dehors, des soutiens, des confidents, mais ils ont surtout besoin de professeurs, d'éducateurs, de gens, c'est-à-dire qui écoutent, mais en même temps qui posent des limites et qui poussent à apprendre. Et comment est-ce que tu arrives justement à ne pas flancher et aller dans ce que tu appelles l'empathie mouillée? C'est très difficile, j'imagine. C'est extrêmement difficile et j'y parviens pas toujours. Je ne vais pas dire que c'est une réussite à chaque fois. Ça m'arrive de flancher, ça m'arrive Après 3 ans, finalement, on connaît très bien l'élève, on connaît très bien ses parents, on sait ce qu'il vit en dehors. Et des fois, ça m'arrive, voilà, de pas pousser un élève assez, de le laisser un peu trop dans sa zone, je dirais pas de confort, parce que c'est une zone qui n'est pas confortable, mais d'abandonner un peu la posture d'éducateur. Et je crois que c'est pour ça qu'on a aussi besoin de remise en question permanente, de se dire est-ce que là aujourd'hui j'ai été à la hauteur? Et c'est ça en fait. C'est pas que je me trompe pas, je me trompe souvent, mais je pense que j'ai une autre capacité à côté, c'est pouvoir corriger le tir parce que parce que voilà, je me remets en question. Tu disais, toi, quand tu as un élève qui a le baccalauréat, c'est une anomalie sociale. Est-ce que depuis 7 ans, tu as vu des élèves aller à l'encontre des statistiques et réussir dans le parcours dit classique, ou en tout cas se sortir de l'enfermement dans lequel ils ont pu être placés avec la SECPA? C'est encore un peu tôt pour aller chercher ces exceptions. Les élèves que j'ai eus lors de la première génération d'élèves que j'ai eus, en fait, finalement, ils sont encore en CAP. Donc, peut-être que après le CAP, imaginons un BTS, je sais pas, pour quelques exceptions. Là, à ma connaissance, non. Mais j'ai quand même 2 élèves que j'ai pu envoyer dans un CAP assez prestigieux. C'est le lycée hôtelier de Bonneveine, qu'on connaît bien à Marseille, voilà, qui forme pour les métiers de l'hôtellerie. J'ai revu les élèves que j'ai envoyés là-bas et voilà, elles me racontent que, que c'est un autre monde, qu'elles sont avec des jeunes qui sont complètement différents. Et voilà, après, on connaît ce genre d'histoire, on connaît les difficultés qu'elles sont en train de vivre, parce que c'est difficile d'être finalement de nouveau à la marge
dans cette nouvelle aventure, mais elles tiennent bon et voilà, que ce soit ce CAP ou un autre, le but c'est que vraiment qu'on arrive à construire, même si on a quelque part tué les rêves, mais qu'on arrive au moins à construire un projet professionnel qui soit cohérent et qui soit heureux, qui repose sur des choix et non pas sur des choses qui sont imposées. C'est ça, je pense, voilà, le combat quotidien à mener, on ne sait pas. T'en as beaucoup parlé dans les médias de cette fameuse égalité des chances à la française qui n'existe pas, puisque quand on prend les statistiques, on se rend bien compte que quand on est enfant d'ouvrier ou enfant de cadre supérieur, on n'a pas du tout les mêmes résultats au sortir de l'école ou en tout cas de la phase du secondaire. Ça, à ton avis, j'imagine que tu as déjà réfléchi à la question, mais ça passe par quoi pour arriver à inverser ces chiffres-là? Déjà, je pense par une volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la volonté d'inverser ces chiffres-là? Est-ce que on va dire, je maîtrise pas tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'éducation, mais est-ce que dans les 10 dernières années, il y a eu une réforme, une loi suffisamment ambitieuse qui porte cette volonté d'inverser les chiffres? Moi, j'en vois absolument aucune. C'est-à-dire que politiquement, on n'a même pas essayé. Et c'est là où ça devient profondément politique, c'est que cette volonté, elle repose sur des décisions, en fait, à l'échelle de l'État, à l'échelle du gouvernement, et elles ne sont pas prises. Donc, avant même de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, il faut déjà réfléchir à est-ce qu'on veut le faire. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui me désespère un petit peu, c'est que je pense qu'en tant que citoyen, euh, c'est pas une priorité l'école. J'ai pas l'impression que la société aujourd'hui se mobilise pour ces jeunes et notamment pour ces jeunes-là qui sont en grande difficulté scolaire. J'ai l'impression qu'on les oublie, qu'on les met un petit peu de côté sous prétexte qu'ils sont à la marge, qu'ils ne sont que 3%. Et quand on regarde les préoccupations des électeurs vis-à-vis des prochaines échéances, l'éducation, c'est parmi les dernières préoccupations, loin derrière tout ce qui est sécurité, immigration. Et donc voilà, je dirais que la première étape, comme pour tout, avant de réfléchir à la méthode, c'est décider qu'on veut le faire. Une fois qu'on a décidé qu'on veut le faire, là, je pense pas que les solutions soient inconnues, restent à inventer, pas du tout. Moi, je pense que ça repose sur des moyens, notamment des moyens humains. On a parlé des problèmes qui peuvent voilà, empêcher un élève d'apprendre. On sait comment on résout ces problèmes. On sait qu'on a besoin de soutien psychologique. On sait qu'on a besoin d'éducateurs. Voilà, moi aujourd'hui dans mon collège, j'ai une psychologue scolaire, enfin, pardon, j'avais une psychologue scolaire pour 4 établissements, c'est-à-dire qu'elle suivait euh, un petit millier d'élèves, ce qui est juste hallucinant. Je disais j'avais parce que elle n'est plus là. Donc là, aujourd'hui, c'est tout simplement 0 pour 1 000 élèves. Et on en a cruellement besoin. Et pas juste quelqu'un qui est là, avec qui on peut prendre un rendez-vous une fois tous les 4 mois et faire un travail ponctuel. Non, on a besoin d'humains qui restent là sur le long terme, qui sont, qui permettent une certaine stabilité. Et voilà, j'imagine une école dans laquelle, lorsque je vois un gamin arriver un matin qui n'a aucune envie de travailler parce qu'il a l'esprit complètement pris par des problèmes, eh ben, je veux pouvoir être capable de lui dire, va voir la psychologue scolaire, va voir quelqu'un qui va t'écouter, et après on revient et on rattrapera ça. On rattrapera ça parce qu'on est dans une petite classe, parce que je peux te suivre individuellement, répondre à tes besoins éducatifs particuliers. Et, et donc voilà, je pense qu'on a besoin principalement d'humain, d'empathie Sèche. et pas forcément de sèche, bien sûr, et pas forcément de méthode, parce que je ne crois pas à la recette miracle, je ne crois pas à la solution magique, et
Je vois que ça fait bien 30 ans qu'on est en train de discuter vraiment de choses très didactiques, purement pédagogiques, techniques. Et en faisant ça, on a oublié Hmm. l'humain. On a parlé de quelle est la meilleure pédagogie possible pour apprendre les maths. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Quelles sont les étapes à suivre pour monter dans le classement PISA? Et je pense qu'on doit voilà, mettre de côté un petit peu la technique. C'est super important, mais l'humain aussi est très important. Des valeurs humaines comme l'empathie, la compréhension de l'autre et le fait simplement d'écouter, de comprendre. Tu disais tout à l'heure, je rebondis sur le fait que on a tué leurs rêves à ces enfants. Comment toi, t'absorbes leurs rêves aujourd'hui quand ils te disent bah moi je vais être médecin et qu'ils n'ont pas forcément conscience que ça sera quasi impossible pour eux. Alors moi, je me salis pas les mains, Clémentine. Je ne tue pas. Non, on disait on a tué, je disais pas C'est-à-dire toi, que hein, le non, non, système. non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais je fais partie du C, donc je te dis ça, je veux dire pour préparer la réponse, mais évidemment, je suis derrière tout ça. Mais là où je te dis que je refuse de tuer, c'est parce que je ne vais jamais dire à un élève que il doit abandonner Hmm. son rêve de métier ou d'avocat. Euh, je lui dis, voilà, c'est un plan A, c'est super. Garde ça dans un coin de ta tête, travaille à 100% pour y arriver, je suis à fond derrière toi, mais pense quand même à un plan B. Réfléchis, si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et je suis sans arrêt confronté à ça, c'est douloureux, parce que même si moi, en tant que personne, en tant qu'individu, j'estime que je ne tue pas ses rêves, je fais partie d'une institution qui Hmm. le fait. Ça, il faut voir ça en face. Euh, et Et pas forcément que pour des métiers comme médecin, avocat. Là, ne serait-ce que ce matin, j'ai dû, pour environ la millième fois de l'année, parler avec un élève qui veut tout arrêter pour être footballeur. Parce qu'il croit fort en ses chances. Et voilà, il veut aller suivre une formation en Belgique et donc arrêter l'école, tout simplement. Et voilà, à ce gamin-là, j'ai jamais dit ne pense pas au foot. Et là, on est en troisième. Il est à quelques mois d'avoir son brevet, son orientation, etc. Et quand on sait combien il y a de candidats pour combien de postes dans le football, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait ce plan B. Donc voilà, même si j'espère pouvoir un jour aller l'applaudir au Vélodrome, mais je le pousse à choisir son petit CAP. Ça va être boulangerie-pâtisserie pour lui et c'est très bien. Non, mais d'ailleurs, il y a une vraie volonté aujourd'hui de la Fédération française de foot et même en Europe, hein, sur tous les centres de formation pour le foot, d'obliger à continuer les études parce qu'il y a tellement, tellement peu d'élus qu'on ne peut pas laisser sur la route Bien sûr. les gamins. Mm. Euh, Même si c'est pas toujours bien respecté, en tout cas dans les textes, il y a cette volonté-là parce que la réalité, elle est autre que de devenir le prochain Zizou, Absolument. malheureusement pour eux. Euh, je sais que toi, tu es un fervent défenseur de la mixité sociale. Tu disais que c'est ce qui t'avait beaucoup plu d'ailleurs dans ta première expérience Oui. en école primaire, cette fois. Euh, Mm. Toi, en étant au cœur de ça, qu'est-ce que ça t'as vu que ça apportait aux élèves de côtoyer deux mondes qui ne se côtoient pas forcément dans la vie de tous les jours? Je crois que si ces deux mondes ne se côtoient pas à l'école, ils ne se côtoieront jamais ailleurs parce que les villes sont faites pour que ils ne se côtoient pas. À Marseille, c'est peut-être plus parlant que n'importe où ailleurs. On a ces fameux quartiers nord dont tout le monde parle et on a le reste. Et les transports, les rues, la ville, tout est fait pour que, que les mondes ne se croisent pas. Et malheureusement, très très rares sont les établissements qui refusent de suivre cette séparation-là. Et donc on arrive, oui, à une séparation sociale qui est assez criante. Et c'est dommage parce que moi, voilà, ma première année, elle était dans un de ces établissements dont la situation faisait en sorte qu'il y ait de la mixité. Tout simplement parce que c'était dans un quartier qu'on appelle les Chartreux et qui est à la limite des quartiers nord. Donc il regroupait un secteur
plutôt pavillonnaire, centre-ville, et le secteur, un petit secteur des quartiers nord, notamment de Frévalon. Et j'ai pu voir en fait ce que les élèves qui possèdent des codes, qui ont des facilités, pouvaient apporter aux autres. Ils apportent aux autres sans pour autant s'enlever quoi que ce soit à eux-mêmes. On ne ralentit pas lorsqu'on a une classe mixte socialement. On ne va pas forcément se concentrer sur un public plutôt qu'un autre. Non, la classe, elle est forcément hétérogène, mais dans chaque classe, il y a aussi de l'homogénéité. Il y a un nivellement qui se crée, ni vers le bas ni vers le haut, c'est un mélange. Et ce mélange, il est positif pour tout le monde, pour absolument tout le monde. Je suis vraiment prêt à rencontrer tous les parents aujourd'hui qui ont des questionnements légitimes sur ce sujet, et je voudrais leur dire, venez, on va visiter des classes mixtes socialement et vous allez me dire qu'est-ce que ça enlève aux gamins bien nés en fait. Et je suis sûr que tout le monde arriverait à la conclusion que non, ça n'enlève rien. Il y a un enrichissement qui se fait des deux côtés. Non, je suis d'accord avec toi, c'est sûr et certain. Et c'est ce qui manque un peu dans la répartition scolaire aujourd'hui. Parce que ça aussi, on n'a pas trop la main, même en tant que parent, quand on a envie de mixité, des fois, mais on n'a pas le choix. Bien sûr, non mais c'est vrai que c'est vraiment très peu entre les mains des parents. C'est une question, qui est à l'échelle de la mairie, à l'échelle de l'État, et les parents n'ont pas forcément la décision sur la carte scolaire. Elle est faite d'une façon qui laisse peu de choix. Est-ce que tu as aussi la sensation, c'est des mots qui font peur quand on en parle dans le grand public, mais que l'éducation nationale, elle est discriminante envers les populations notamment immigrées? Est-ce que c'est au quotidien, tu peux constater un peu ça? C'est difficile de ne pas le constater, dans le sens où moi, on ne sait pas, j'ai que des Arabes, des Gitans et des Noirs. C'est tout. Très, très, très peu d'autres personnes, en fait, parce que statistiquement, on a, à compétences égales, 4 fois plus de chances de se retrouver en SECPA si on est immigré ou enfant d'immigré. Pourquoi? C'est pas vraiment du profilage racial, c'est parce que les parents eux-mêmes immigrés ou récemment arrivés en France ne possèdent pas les codes, ne possèdent pas cette capacité à négocier l'orientation dont parlait Marie Durubéa, mais la finalité finalement, que ce soit fait consciemment ou inconsciemment, là c'est fait pour moi inconsciemment, la finalité est la même, c'est-à-dire que la discrimination est là, même si elle n'est pas franche, même si elle n'est pas faite consciemment, on est dans cette situation-là. Elle concerne aussi les enfants qui sont des enfants de chômeurs. Quand on compare aux enfants de cadres sup, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a une étude qui a été menée en Nouvelle-Aquitaine et on s'est rendu compte que on a fait passer des tests en français et en mathématiques à tout un collège. Et on a trouvé des élèves qui avaient quelques difficultés assez sévères. Voilà, des élèves qui ne savent pas du tout lire, par exemple, arrivés au collège, ça arrive. Cela, l'orientation en SECPA ne se questionne pas. Il y a des élèves aussi pour qui tout va bien, l'orientation en général ne se questionne pas. Et puis il y a le niveau intermédiaire. Au niveau intermédiaire, on a des difficultés, mais l'orientation en SECPA ne va pas de soi. Et on se rend compte que pour ce niveau intermédiaire, il y a des élèves qui sont en général, d'autres qui sont en SECPA, et alors que le niveau scolaire est le même. Donc la difficulté scolaire à elle seule ne permet pas d'expliquer l'orientation en SECPA. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, et parmi ces autres choses qui rentrent en compte, il y a des facteurs discriminants. Toi, tu es
enfant d'immigrés, enfin même tu as immigré sur le tard, tu l'as dit, Immigré. oui, sur le tard à 15 ans. Ça te fait mal au cœur en ayant vécu ça, cette immigration toi-même, de voir que ça a un vrai impact sur l'avenir? C'est dans ce sens, je crois, où on peut parler de racisme systémique, c'est-à-dire quelque chose qui ne repose pas que sur la volonté des individus qui sont dans l'éducation nationale, mais une discrimination qui repose sur un système. Et ça fait mal, et surtout c'est assez désespérant, parce qu'on ne sait pas contre quoi lutter en fait. On ne peut pas aller voir un collègue raciste et lui dire pourquoi tu as mis tel élève en SECPA, ça ne se passe pas comme ça. On lutte contre l'invisible et contre quelque chose qui est fort, qui est implanté. Et ça, c'est ce qui est, oui, c'est vrai, encore plus Hmm. difficile. Au final, ce qui serait bénéfique pour tout le monde, c'est que la SECPA soit une remise à niveau pour pouvoir avoir le temps de, comme tu dis, apprendre à lire à ceux qui n'ont pas eu les compétences en arrivant au collège, mais de pouvoir à terme revenir dans le système classique. Ça serait ça l'utilité parfaite de Ça la serait SECPA. ça, et cette utilité, je veux dire, en théorie, elle est possible. On peut aujourd'hui se dire, là, maintenant, la SECPA, c'est ça. Et il n'y a rien qui, logiquement, nous empêche de le faire. D'ailleurs, la SECPA, dans le texte, c'est une section où on va individualiser l'apprentissage. Pas seulement l'adapter, mais l'individualiser. Donc, on va partir euh, des objectifs de l'élève, de ce qu'on peut viser et avancer pas à pas avec lui. Cette individualisation, elle pourrait nous permettre de nous dire, cet élève-là pourrait suivre un parcours universitaire et on va le préparer pour rejoindre le lycée général. Sauf que ce qui se passe, c'est que on a des classes de 16. Les classes de 16, c'est beaucoup moins que 30 ou 35 ou ce qu'on trouve ailleurs, mais c'est déjà trop pour de l'individualisation. Et donc, on est un peu moins ambitieux que ce que les textes demandent parce qu'on ne fait pas de l'individualisation, on fait de l'adaptation, on fait de la différenciation, on fait des groupes de niveaux. Et on est obligé de proposer un enseignement, un minimum commun, une progression pour une classe qui est la même finalement pour tous les élèves avec des petits tâtonnements, des exercices supplémentaires pour celui-ci, une notion supplémentaire pour un autre. Et, et donc, voilà, je pense que la question des effectifs, elle est absolument centrale. Et la période de retour de confinement en mars 2020, enfin, avril 2020 du coup, ou mai, je sais pas, me l'a bien démontré parce que on a fait quelque chose de super échelonné. Les élèves venaient à seulement 6 dans chaque classe. Ça a duré quelques semaines seulement. C'était un retour très progressif. Et ces heures-là à passer avec 6 élèves, c'était extraordinaire en fait. J'ai connu des élèves comme jamais je ne les avais connus auparavant. J'ai connu leurs difficultés et on a pu avancer durant ces quelques semaines super bien, Hmm. super bien. J'ai une dernière question. Tu es très actif Mhm. sur Twitter, un petit peu moins maintenant enfin, sur Instagram, mais sur Twitter, oui. C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs il y a plusieurs années. Tu sais, Rachid Linstit. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir sur les réseaux sociaux et parler de ton métier? Alors, à la base, je suis venu sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, vraiment pour me marrer. Parce que Twitter, c'est drôle. Ou pas, ça dépend. Mais oui, ça peut être très drôle. Ou pas, C'est c'est vrai que vrai, ça c'est peut vrai, être c'est les vrai. deux, t'as raison. Ça- moi, à la base, je pensais en tout cas que c'était drôle. Et ça arrive qu'on rigole bien sur Twitter, même si c'est énormément à côté de charge mentale, de stress, d'anxiété, des choses que je voyais pas. Mais je suis arrivé pour ça, et puis j'ai commencé à m'exprimer sur ce qui me touchait, et donc sur mon métier. Et j'ai vu qu'il y avait une demande en fait, que ce sujet de la difficulté scolaire, de la grande difficulté scolaire, intéressait les gens. Et donc c'est cette attention qu'on m'a accordée qui m'a fait parler de plus en plus. Quand on vous tend l'oreille, me parler. Et donc j'ai parlé.
on m'a écouté jusqu'à ce que ça devienne un gros compte et que ça devienne un livre et tout ce qui s'ensuit. Ouais, c'est ça. C'est le fait que tu aies été présente sur les réseaux sociaux t'a permis de pouvoir... Oui, oui, c'est vraiment, ça s'est fait vraiment par petites étapes, mais je suis bien conscient que ma présence sur les réseaux sociaux m'a ouvert beaucoup de portes et en fait, ce nombre de followers qui ne veut pas dire grand-chose, il a quand même une petite signification, c'est que il y a une demande. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément super intéressant ou pertinent sur ce qu'on est en train de dire, mais ça veut dire que les sujets qu'on défend, le thème, notre thème de prédilection, eh ben, il attire de l'attention. Il y a une demande d'information à ce sujet. Et ça ouvre la porte des médias. J'ai commencé à écrire dans le Huffington Post, par exemple, à écrire des petites chroniques sur ce qui me touchait, ce qui me révoltait. Puis Slate, Libération, et petit à petit jusqu'à la publication du livre. Tu leur as donné une porte ouverte sur le monde à tes élèves, finalement. Ça aussi, c'est important. Au lieu de les invisibiliser, J'espère. On peut enfin voir leur réalité. Voilà, le but, c'était vraiment un coup de projecteur sur cette SECPA, parce que moi-même, je la connaissais pas. Très peu de gens connaissent ce que c'est de l'intérieur. Très peu de gens connaissent la douleur qu'on peut ressentir d'être en difficulté scolaire. Et voilà, sans vraiment proposer de solution miracle, parce que j'y crois pas. J'avais vraiment pour objectif de les mettre en lumière et que chacun ensuite se rende compte de ce que c'est et que chacun arrive à ses propres conclusions. Merci beaucoup, Rachid. J'encourage les gens à acheter ton livre, à le lire, à regarder s'ils veulent la vie scolaire pour se faire aussi une petite idée de ce que c'est, parce qu'on rigole bien, c'est vrai, dans ce film aussi. Et que tu dois aussi toi rigoler, c'est sûr. Ah, j'ai bien rigolé. Les élèves aussi. C'est sûr. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. C'est moi qui te remercie, Clémentine. C'était super sympa. Merci pour l'invitation. Salut Rachid, ciao. Salut. C'était Rachid Zerouki, instit et auteur. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Vous pouvez également aider ce podcast à se développer en y participant financièrement sur la plateforme Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, c'est Patreon. Vous aurez des contreparties en retour et on s'amuse vraiment bien sur ce groupe Patreon. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon début de journée, peut-être une bonne fin de week-end. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine.